Dear Vanity People. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ça me fait très plaisir de voir des nouvelles têtes à chaque fois. On va commencer tranquillement. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, mais juste pour vous expliquer un petit peu le projet. Qui déjà d'entre vous n'a jamais assisté à une conférence de Dear Valid People ? Ok, une bonne partie donc de la salle, bonne 3/4 on va dire. Alors je vais tout préciser à l'oral parce qu'en fait c'est une conférence qui est enregistrée et qui sera ensuite disponible en podcast sur notre chaîne YouTube. Pour l'instant c'est que YouTube et sur le site de la radio, donc Radio FM+, qui nous accompagne maintenant depuis 3 ans. Et qui repartage donc le podcast une fois par mois. Et puis ensuite, le podcast est en ligne pendant un petit moment. Donc en gros, pour vous raconter le projet, Dear Valid People, c'est né par son créateur, ici, là, que je pointe du doigt. Quelle entrée en matière! Bravo! Je le connais, hein, c'est pour ça que je me permets ça. Voilà, Dear Valid People, c'est une émission qui a été créée donc par Damien Farjou, ici présent, il y a 3 ans. Donc le but, c'était de parler des handicaps de manière un peu large et notamment d'interviewer et d'être en lien avec des personnes directement concernées, avec des personnes qui sont en situation de handicap. Pour questionner ce vaste sujet, mais aussi avec des sujets qui vont être en lien. Donc, ça va être le handicap et le couple, le handicap et le voyage, le handicap et le travail, etc. Il y a plus de 70, quasi 80, voilà, plus de 80 épisodes qui sont en ligne donc, sur le site de la radio. Donc, voilà, mesdames et messieurs, vous avez de quoi écouter longuement. Depuis l'été, ça a pris la forme de cycle de conférences. On avait envie de sortir des studios de la radio et d'aller à la rencontre d'un public qui, petit à petit, devient un public assez fidèle, je dois avouer. Il y a des têtes quand même qui reviennent. Et c'est très plaisant parce qu'il y a toujours des échanges et des dialogues qui se créent et des questions aussi qui amènent plein de réflexions. Alors, il n'y a pas forcément toujours de réponse à ces questions, mais en tout cas, j'ose espérer que ça amène une certaine ouverture d'esprit ou quoi. Donc cet épisode est enregistré. Il y a un micro qui va circuler par cette fameuse personne, Camille. Donc dès que vous souhaiterez prendre la parole, poser une question à mon invité ou bien de manière plus large, pas de problème, il suffit de lever la main et de parler dans le micro. On va essayer de parler comme je suis en train de parler actuellement, à savoir le micro contre le menton, pour bien que ça soit audible. Parce qu'il y a eu des épisodes et des conférences qui étaient géniales, mais malheureusement très peu audibles à cause de ce positionnement de micro, donc ce serait bête. Bref, au-delà de toute cette technicité, Estelle, bienvenue et bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Je suis un petit peu impressionnée, je vais pas vous mentir. T'inquiète, ça va se faire tranquillement et simplement. Estelle, toi, tu es déjà passée dans l'émission. Oui. C'était la 3e émission, je crois. L'épisode 3, en effet, le 2 octobre 2019. Pouf. Donc, ça commence à faire. Oui. Mais c'était très intéressant comme approche. On mettra le lien, évidemment, dans la description de cet épisode. Mais donc, à l'époque, tu étais aussi accompagnée. Enfin, il y avait une autre invitée aussi avec toi. Donc, on va remettre carte sur table, on va dire. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens, que fais-tu dans la vie ? Oui, alors voilà, moi je vais me présenter, donc un petit peu différemment de l'époque, parce qu'en 2019, j'étais collègue avec Damien. Alors aujourd'hui, donc, je m'appelle Estelle, j'ai 24 ans.
J'ai la chance d'être monitrice éducatrice dans un foyer d'accueil médicalisé à Montpellier, auprès d'une association qui s'occupe des personnes en situation de handicap psychique. Et je ne sais pas si je dois le dire, mais Jean-Baptiste me donne le droit. Donc c'est l'APSH 34. On peut dire qu'ils sont un petit peu les spécialistes quand même du handicap psychique et de l'accompagnement des personnes. Et donc, moi, je vais vous parler de mon quotidien en tant que monitrice éducatrice, mais aussi mon quotidien en tant que personne en situation de handicap psychique, parce que ça se voit pas, mais moi aussi j'ai un handicap. Et aussi de mon compagnon qui lui aussi a un handicap psychique. Et voilà. Donc, voilà. Ok, que de sujets. Parfait. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans du coup, quand tu étais intervenue dans le podcast, il y avait différents types de handicap. Il n'y avait pas que le handicap psychique aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que du coup, moi, j'avais parlé de plusieurs handicaps que j'ai, parce que je suis atteinte, parce qu'il y en aurait qu'un, ça serait trop facile. Je suis atteinte de plusieurs handicaps. Donc j'ai un handicap moteur invisible, puisque j'ai été opérée du dos d'une scoliose. Donc c'est un handicap mineur, mais c'est un handicap. Je suis aussi atteinte d'un handicap dit mental. Donc moi, je fais la différence vraiment entre les deux, le psychique et le mental. Puisque je suis dyslexique et dysorthographique. C'est vraiment... voilà, moi, je fais la différence. Et du coup, j'ai ce handicap psychique qui est un trouble de la personnalité borderline. Voilà, donc on va pouvoir en parler. Exactement, on va en parler. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence pour toi ? Parce que, donc toi, tu fais ces distinctions, mais il existe une réelle distinction entre le handicap mental et le handicap psychique. C'est quoi la différence pour toi ? Alors pour moi, le handicap mental, il va vraiment plus toucher, on va dire... Comment dire, assez simplement, pour moi et pour ce que j'ai appris à l'APF, c'est vrai que le handicap mental, ça va plus être des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention, donc tous les handicaps 10, donc les dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, etc. Les handicaps comme les troubles du spectre autistique, les handicaps du type aussi chromosomique, donc la trisomie, etc. Comment on dit, retards intellectuels, c'est pas très joli. Aujourd'hui, on dit plus déficience, mais bon, c'est quand même pas très joli. Et voilà, tout ce qui va être trouble de l'apprentissage. Voilà. Ok. Souvent, il y a aussi un rapport sur un handicap mental qui va plus être de naissance. Bon, après, là, tu parlais des cas de troubles autistiques où des fois, ça peut être défini plus tard. C'est ça. Mais il y a souvent ce rapport-là. Alors que le handicap psy... Alors, le handicap psy, les psychiatres eux-mêmes et les psychologues ont un peu du mal à savoir d'où ça vient. Puisque le handicap psychique, au final, c'est un handicap qui se construit. C'est un handicap, donc moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. De base, on a tous un cerveau différent, on a tous une construction psychique différente. Il y a des personnes qui sont typées névrotiques, des personnes psychotiques, des personnes aussi typées perverses, comme on dit. Et ça, c'est une construction psychique. Et en fait, dans notre vie, on va subir plus ou moins des épreuves, plus ou moins des choses, ce qui va faire que on va plus ou moins développer des troubles, tout simplement. Donc, c'est notre vécu, c'est notre environnement, c'est aussi par nos gènes aussi, des fois on pense. Il y a pas mal de psychiatres actuellement qui travaillent sur le fait que ce soit peut-être héréditaire. En tout cas, on sait que 2 personnes qui ont un handicap psychique ont plus de chances d'avoir des enfants avec un handicap psychique plus tard. Donc voilà. Ok. Dans ton cas, comment c'est arrivé et comment ça a été diagnostiqué ? Là, aujourd'hui, tu poses un nom dessus. Donc déjà, peut-être nous expliquer l'origine et après ce que ça veut dire, quelles sont les caractéristiques concrètes pour toi ? Alors, du coup, moi, j'ai fait de la phobie scolaire, j'étais une enfant très angoissée, tout ça. Bon, on peut pas dire que j'ai eu non plus une enfance horrible, mais je devais sans doute avoir une fragilité, entre guillemets, de base. J'utilise le terme fragilité, pas dans le sens discriminatoire ou quoi que ce soit, vraiment, on a des fragilités, on a des facilités, des forces. Voilà, moi j'avais peut-être une petite fragilité au niveau de l'anxiété. Et en fait, ça a fait que j'ai fait beaucoup d'anxiété sociale, beaucoup d'anxiété scolaire.
J'ai fait à 16 ans, on m'a dit que j'avais fait une dépression, mais en fait, donc j'ai failli quitter le lycée, c'était donc phobie sociale, phobie scolaire. Mais en fait, c'était pas une dépression. On pense aujourd'hui avec le recul, ça ressemblait pas du tout à une dépression, puisqu'en fait, c'était tout simplement mon trouble qui apparaissait, les premiers signes de mon trouble. Alors, le trouble borderline, c'est un trouble donc de la personnalité. On l'appelle aussi le trouble de la personnalité limite. Je trouve ça horrible, mais voilà. En fait, Le trouble de la personnalité limite. oui, ça s'appelle aussi comme ça. On est trouble de la personnalité limite, trouble borderline, trouble de la personnalité borderline. Donc en fait, t'as plusieurs noms. Et en fait, tous ces noms sont assez... borderline, on va dire que c'est celui qui correspond le mieux, même si c'est le plus américain. Ça correspond le mieux parce qu'en fait, les psychiatres l'expliquent comme ça, donc c'est pas très joliment dit non plus. On est sur le fil, on est entre la limite entre la névrose. Donc la névrose, c'est les personnes, on va dire... très grossièrement dites normales, qui n'ont pas de troubles, et les personnes dites psychotiques. Et donc moi, je suis vraiment entre les deux, et je me balade en fait. Il y a des moments où je vais réagir comme monsieur, madame, tout le monde, et il y a des moments où moi, mes émotions, parce qu'en fait, le trouble borderline, c'est un trouble qui est vraiment lié aux émotions, vont être très très fortes, et je vais réagir de façon disproportionnée. Ok, donc c'est un trouble lorsqu'il y a des émotions, quelles qu'elles soient, fortes ou peu fortes finalement, la réaction est extrême. Donc à l'extrême du négatif et à l'extrême du positif. Quand tu es heureuse, tu es extrêmement heureuse. Tout à fait. Et quand tu es triste, tu es extrêmement triste. Donc ça se caractérise essentiellement quand il y a des émotions ressenties. Alors, des émotions, oui, ressenties, mais ça peut être aussi dans le comportement des personnes. Souvent, les personnes borderline sont des personnes dites avec des comportements à risque, donc des comportements addictifs, donc drogue, conduite addictive, conduite dangereuse sur la route, alcool, sexualité, des jeux d'argent. C'est aussi des personnes qui ont beaucoup de problèmes d'automutilation, qui passent beaucoup de tentatives de suicide. C'est des personnes, voilà, toutes les conduites à risque très dangereuses, les personnes borderline sont plus touchées, on va dire. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on le caractérise. Le problème du trouble borderline, c'est aussi que si je décris toutes les choses, enfin toutes les caractéristiques, en fait, vous pouvez tous quasiment vous y retrouver. La vraie chose qui différencie, c'est le sentiment chronique de vide. Et voilà. Alors, vas-y, peut-être explique un petit peu plus ce que ça veut dire, le sens de vide, parce que... Alors, le sentiment chronique de vide, c'est très dur à expliquer. Moi, je l'ai connu. Alors, aujourd'hui, je suis sous traitement, donc je le connais un peu moins souvent. Mais c'est clairement... en fait, on est là et il n'y a plus rien qui se passe. Enfin, genre... il n'y a plus d'émotions. Et nous qui vivons nos émotions à 3000%, à ce moment-là, il n'y a plus d'émotions. Il y a le monde autour, on n'a pas l'impression d'y être. Il y a un peu cette dépersonnalisation, déréalisation. On fait plus partie du même monde. On n'est plus là. Et du coup, souvent, enfin moi, ce que ça me fait, c'est que ça me fait faire des crises d'angoisse. Du coup, je suis à la fois contente parce que du coup, ça y est, je retrouve mes émotions. Et en même temps, c'est pas très agréable. Voilà. Ok. Une question. Oui, Estelle, j'ai une question concernant la douleur. Est-ce que ça veut dire que quand tu as mal sur une échelle de 1 à 10, ça dépasse 10 et quand tu n'as pas mal, tu es en dessous de 0? Alors, dans mon cas, non. Mais je sais que ça peut arriver parce qu'il y a aussi, comme dans toutes les pathologies psychiatriques et dans tous les types de handicap, il y a des stades, on va dire. Moi, j'étais à un stade assez élevé, mais j'ai de la chance que j'ai pas tous les caractéristiques, on va dire, des borderline. Notamment, il y a une caractéristique qui est la tendance suicidaire. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a très peur de se faire mal. J'ai toujours été très prudente. Donc, je pense que je ressens la douleur peut-être un peu plus aiguë. Mais moi, je fais pas partie des personnes, entre guillemets, dans un stade très avancé. Donc, moi, je sens mon corps quand même. Mon corps réel, je le sens. Alors que dans certaines pathologies psychiatriques, et des fois, dans les cas de borderline très élevés, il n'y a pas cette sensation de corps. Donc, soit tu ressens pas ton corps, ou alors, au contraire, tu ressens ton corps comme jamais. Mais c'est plus rare, quand même, le fait de ressentir le corps très intensément. C'est souvent sous substance
que les personnes psychotiques en général d'ailleurs vont sentir leur corps, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes psychotiques qui ont des conduites addictives. Toute cette connaissance-là, en l'occurrence sur l'exemple des borderline, tu l'as parce que tu as échangé avec beaucoup de monde, parce que tu t'es fait tes propres connaissances de recherche, etc. Ou est-ce que ça a été avec des psychiatres Alors moi, j'ai pas la chance de connaître des borderline, mais j'ai fait beaucoup de recherches parce que quand on me l'a diagnostiqué, c'était à la fois un vrai soulagement parce que je comprenais pourquoi j'avais mal et qu'est-ce qui allait pas chez moi, entre guillemets. Et en même temps, j'étais toute seule parce que je me suis retrouvée seule, la seule de ma famille. J'étais la folle de la famille, on peut le dire, hein. Parce que ma mère, elle était désemparée face à ça. Mon père l'a complètement occulté. Ça n'existe pas. Et du côté de ma mère, ma famille me voit comme la différente, un peu la folle, l'excentrique. Et du coup, je me suis fait mes propres recherches moi-même. Je me suis inscrite dans des groupes Facebook, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos YouTube, et moi j'ai beaucoup parlé avec mes psychiatres. Et d'ailleurs, j'ai échangé il y a pas longtemps avec mon psychiatre actuel, et parce qu'en fait j'avais une vraie question, parce que moi j'ai fait aussi avec mes études de ME, et là avec mon travail actuel, j'ai quand même pu faire des liens, on a pu discuter du trouble borderline un petit peu. Et c'est vrai que cette année-là, j'ai remarqué qu'il y avait une vraie tendance de dire que le trouble borderline, ça n'existe pas. Et que c'est un truc à la mode. Donc j'en ai parlé à mon psychiatre parce que ça me contrariait pas mal, parce que ça fait un peu mal de dire en fait le truc qu'on t'a diagnostiqué, non, c'est faux, ça n'existe pas. Et en fait mon psychiatre m'a dit non, c'est la nouvelle tendance actuelle, mais ça existe quand même. Mais ça me fait penser à un trouble aussi avec les alter-ego, donc c'est pas sur le TDI qui plus est. Alors, qui est le trouble dissociatif de l'identité. Merci. Le trouble dissociatif de l'identité. Ouais. Où il y a notamment, donc voilà, on est sur une hype, ouais, au milieu, là. On est sur une génération aussi YouTube où il y a pas mal de comptes un petit peu sur ces sujets. Il y en a un notamment où la jeune, c'est une jeune aussi qui fait ses vidéos, et il y a souvent des commentaires comme quoi elle est comédienne, comme quoi tout est faux, comme quoi pas possible, etc. Et là, on arrive au vrai problème de la société française surtout, c'est la psychophobie en général. Et alors, le TDI, ça existe. Alors, non, ce n'est pas un trouble rare. Pas si rare que ça, sachez-le. C'est beaucoup étudié dans les pays anglophones. Nous, en France, il faut savoir qu'on est quand même, je ne vais pas dire très mauvais, mais on n'est vraiment pas bon au niveau psychiatrique. Et le TDI, ça existe, c'est diagnostiqué par que certains médecins en France. C'est traité et suivi par vraiment quelques médecins et quelques psychologues. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que on arrive aussi au gros sujet que les psychiatres et psychologues eux-mêmes sont psychophobes. Et alors là, on est sur un truc de dingue. T'ouvres des portes là. Ah ouais. Tu sais qu'on a qu'1 heure et demie. Hein. Et alors là, à peine. On peut rester là jusqu'à 1h du matin. Moi, je suis. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des questions aussi à poser? Alors, une là, une derrière aussi. Ah, vas-y Damien. Non, vas-y Adam. Ah. Non, c'était la jeune derrière. Voilà. T'inquiète. Du coup, moi, je me demandais, j'ai pas vraiment la vraie définition de l'hypersensibilité. Le karma. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué personne, je vous jure. Kakemono, vraiment. Il est décédé là. Il est parti. Ça lui a pas plu. Il est psychophobe un peu quand même. Hein. Ça doit être ça, purée. Excuse-nous, vas-y. Alors du coup, je me demandais, j'ai pas vraiment la vraie définition de l'hypersensibilité, mais est-ce qu'il y a des similitudes entre le trouble de la personnalité borderline et l'hypersensibilité? Alors effectivement, il y a quand même des similitudes, puisqu'en général, on dit qu'une personne borderline est hypersensible, mais une personne hypersensible n'est pas borderline. Parce qu'encore une fois, quand tu es hypersensible, tu reçois toutes les émotions à 3000%, tout ça. Je pense qu'il y a une réaction. Peut-être une personne hypersensible qui va nous en parler. Mais c'est vrai que la différence avec le trouble borderline, c'est que nous, on a le sentiment chronique de vide. Et c'est vraiment ça qui fait sa spécificité. Voilà. Et le fait qu'on change d'humeur aussi tout au long de la journée. Donc c'est-à-dire que moi tu me vois ce matin je faisais la gueule, à midi j'étais morte de rire, là je suis stressée un max et ce soir je vais pleurer, c'est normal. Et encore
je suis stabilisée. C'est ça. Est-ce que la principale différence, elle se trouve aussi dans l'approche médicamenteuse? Alors même si elle est pas, on parle pas non plus de pas une solution à tout, mais en l'occurrence, il n'y a pas forcément d'approche médicamenteuse pour quelqu'un qui est hypersensible, alors qu'il peut y en avoir une pour quelqu'un qui est borderline. Pour une personne hypersensible, on va souvent donner des antidépresseurs et souvent donner. Enfin, moi, c'est de l'expérience que j'ai. Hein. Après, j'ai pas la science infuse, bien sûr. On va souvent donner des antidépresseurs et des anxiolytiques parce que, bien sûr, être hypersensible, c'est hyper stressant. Et ça rime en plus. Hein. Et alors que borderline, on va avoir des régulateurs d'humeur. On va avoir des antidépresseurs et on va avoir souvent des anxiolytiques aussi parce que faut se calmer. Ok. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à trouver de l'ordre de l'équilibre, comme chez les bipolaires où il y a toujours une certaine dose à ne pas dépasser, etc. Et quand on est dans le bon équilibre. C'est ça. Mais en fait, ça c'est dans tous les handicaps. Hein. Faut savoir qu'on a cette représentation qu'à l'hôpital psychiatrique ou en foyer, ils sont over médicamentés. Alors, faut savoir que pas du tout. Ils ont beaucoup de médicaments, mais c'est la dose qui leur correspond le mieux. On essaye de donner la dose minimale pour qu'ils soient le plus stabilisés possible et qu'ils soient le mieux possible. Alors, des fois, c'est 15 cachets, des fois, c'est 3, des fois, c'est 2, des fois, c'est pas du tout, parce que des fois, voilà. Effectivement, moi, il y a eu des traitements. Donc, moi, j'en ai eu un de traitement. C'était en fait un traitement anti-épileptique qui agit sur l'humeur. Voilà. Parce que ça prouve que les troubles borderline, des fois, on donne du Lamictal. Donc, il y a des personnes épileptiques qui prennent du Lamictal. Il y a des personnes borderline où on leur en donne aussi pour essayer justement de réguler. Parce que c'est aussi un désordre un peu chimique. Enfin, bon, il y a forcément de la chimie dans tout ça, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup Estelle de revenir pour parler de ce sujet qui, je pense, souffre de stéréotypes encore plus forts que ce qu'on a pu parler jusqu'à maintenant. Oh oui. Dans Nearby People. Moi, je peux me poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme amalgame entre troubles dissociatifs de l'identité, borderline, bipolaire? Et je me demandais comment toi, personnellement, tu es arrivé à aller au-delà de ça. Est-ce que tu prends le temps toujours d'expliquer, de réexpliquer, donc là de faire de la pédagogie encore et donc c'est très fatigant, et vu que tu ressens les choses fois 1000, c'est compliqué. Ou est-ce que tu arrives à justement vraiment dire ceux qui s'intéressent, ils s'intéresseront sincèrement et là on pourra réellement discuter? Alors c'est vrai que le trouble borderline et le trouble bipolaire, ce sont des maladies, oh là, c'est pas trop beau, des pathologies cousines, comme on les appelle, parce que ça se ressemble beaucoup, mais on a surtout ce stéréotype de dire les bipolaires, ils sont heureux, puis ils sont tristes, puis ils sont heureux, puis ils sont tristes, alors que pas du tout, c'est des cycles. Mais je pense qu'on va en parler peut-être plus tard. Mais et voilà, et c'est la grosse différence avec les borderline, c'est que nous, les cycles, on en a aussi. Donc on a des phases où on est un peu plus avec des émotions dépressives et d'autres avec des émotions un peu plus dites maniaques, comme dans le trouble bipolaire, avant appelé maniaco-dépressif. Mais les bipolaires, la différence, c'est que ça va durer 3 mois, par exemple. Ils vont être dans une phase très, on dit down, où ils sont vraiment pas bien. Puis après, ils vont remonter petit à petit, et pendant 3 autres mois, ils vont être dans une phase très maniaque, euphorique, où tout va bien, ou au contraire, ils veulent tout faire, ils sont et repartir. On est sur des cycles. Après, il y a des cycles aussi où ils sont entre les deux, ça va, Et nous, en fait, c'est un peu ça, mais toute la journée, quoi. Voilà. Et le TDI, c'est encore très différent, puisque le trouble dissociatif de l'identité, c'est quand même des personnes. Alors, c'est une personne, elle a un seul cerveau, mais c'est le cerveau qui a été tellement traumatisé durant l'enfance, qui s'est, entre guillemets, séparé en plein de petites cases. Je l'explique très grossièrement, c'est un peu comme ça qu'elle l'explique le mieux. Donc il s'est séparé en plein de petites cases pour gérer les situations de stress. Donc des personnes qui ont subi des violences, par exemple parentales, ça va être l'alter 1 qui va gérer ça. Donc et là l'enfant de peut-être jusqu'à 7 ans, l'enfant va un petit peu se mettre en arrière, lui il va être ailleurs, soit dans un monde intérieur comme ils disent l'inner world, soit il va carrément être en dormance comme ils la disent pendant quelques temps.
Et c'est l'enfant, c'est l'alter 1 qui va s'en occuper de ça. Et puis, quand il y aura une violence à l'école, ça sera l'alter 2. Et puis, des fois, l'enfant revient. Et d'un coup, il y a un nouveau traumatisme. Son cerveau, en situation de stress, panique, recrée un nouvel alter. Et du coup, c'est cet alter. Et après, du coup, dans la vie d'adulte, ces alters, ils sont toujours là. Donc, ils évoluent plus ou moins. Ils rentrent plus ou moins en dormance. En dormant, ça veut dire qu'ils disparaissent pas, mais ils sont loin, ils s'endorment, on va dire. Voilà, ils sont en veille. Et si un jour ils ont encore un traumatisme qui ressemble ou pas vraiment, mais que leur corps, leur cerveau détecte cette situation comme ce traumatisme, et ben c'est cet alter qui va arriver, qui va venir devant. Et la personne, donc ce petit enfant qui s'est mal construit, on va dire, et ben il va être là sans être là, et voilà. C'est un peu comme si une autre personne prenait votre corps un petit peu en otage et va faire le truc à votre place. Et c'est pour vous protéger, pour votre bien. Et alors que des fois, ça nous fait pas du bien parce qu'il y a des alters qui vont pas faire les choses bien en fait. J'ai presque envie de donner un exemple peut-être qui va un petit peu choquer certains. Mais vous savez, il y a des personnes qui ont un handicap qu'ils ne peuvent vraiment pas bouger du tout. Et ben, c'est un petit peu comme si il y avait des PCH aide humaine qui débarquaient et qui disaient non mais je sais mieux que toi, je fais à ta place, et que la personne elle est là en mode mais moi je peux même pas te dire non, stop en fait. Et ben c'est ça en fait, c'est ça mais version dans la tête. Voilà, c'est un peu touchy, mais je pense que c'est pour vraiment réaliser le truc. Les alters, c'est dans le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. C'est des nouvelles identités en fait. C'est c'est des personnes. En fait, c'est une nouvelle personnalité de la personne, on va dire, une nouvelle facette des facettes. Une nouvelle facette, c'est ça. Jolie facette. Il y avait une petite question là, ou une réflexion. Alors, c'était plus une réaction. Du coup, je suis psychologue et aussi atteinte de troubles de la personnalité borderline. Et c'était pour revenir un peu sur cette idée d'hypersensibilité, parce que c'est super important en fait que ce terme il est utilisé à tort et à travers. Ce n'est pas un diagnostic, et c'est important de le préciser parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui pensent être hypersensibles et qui mettent tous leurs problèmes sur l'hypersensibilité, alors qu'en réalité c'est un vrai trouble qui se cache derrière et qui peut être pris en charge. Donc c'est important de savoir que si on a des caractéristiques d'hypersensibilité, ça vaut le coup d'aller pousser les recherches et de recevoir une vraie aide par rapport à ça. Et je voulais revenir aussi par rapport aux médicaments, aux traitements. En fait, c'est vrai que le trouble de la personnalité borderline en France, il est absolument très mal pris en charge, notamment par rapport à la stigmatisation hyper importante qu'il y a sur ce trouble. Je pense que vraiment, c'est un des troubles les plus stigmatisés. Enfin, moi, je le vois dans mon environnement professionnel. Franchement, c'est horrible les commentaires qu'on peut avoir sur les personnes qui sont atteintes de ce trouble-là. Ce que je trouve désespérant parce qu'on est quand même plutôt chouette, malgré nos difficultés. Ça va. Et, on va pas se la péter, mais... Et en fait, du coup, c'était important pour moi de donner cette information aussi. Il existe une thérapie qui s'appelle la thérapie comportementale et dialectique, qui est peu utilisée en France. En fait, on est peu de professionnels à être formés. Mais vraiment du coup, très peu. Vraiment très très peu, et c'est incroyable qu'on arrive à trouver un psychologue qui est formé à ça. Mais voilà, ça existe, et de la même manière que pour d'autres pathologies, le rétablissement, c'est une notion qui est super importante. Et en fait, on peut se rétablir, on peut ne plus correspondre aux critères diagnostiques, et même si on parle de troubles de la personnalité, vraiment, le rétablissement, c'est possible. Et voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Merci, elle est très importante, cette parenthèse-là. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est très stigmatisé parce que, encore une fois, pas trop cru. Et donc souvent on est des comédiens, et donc c'est un trouble qui touche, enfin après peut-être que je me trompe, mais moi de ce qu'on m'avait dit, c'est un trouble qui touche beaucoup plus de femmes que d'hommes, même s'il y a quand même certains hommes, voilà. Mais c'est vrai que moi on m'avait beaucoup dit que c'était beaucoup les femmes. Du coup on est vraiment vus comme des hystériques, des folles, des comédiennes, des
oh, ça va. Enfin, après, le mot borderline, comme il est très américain, il est utilisé aussi un peu à tort et à travers. Donc moi, ça, des fois, on peut entendre au café, oh là là, j'ai pas su choisir entre tel cocktail ou tel cocktail, je suis trop borderline, du coup j'ai commandé les deux. Voilà, donc je suis en mode, bah super, mais c'est pas ça, borderline. Et il y avait aussi une petite, je me permets une petite parenthèse sur le fait d'américaniser des noms, des notions sociétales. Je crois que c'est encore une fois Rokhaya Diallo, je l'avais déjà cité à la précédente conférence, qui avait dit ça dans un podcast, toujours le même podcast que je cite, qui en fait... c'est une femme noire et elle précisait que quand les gens disaient elle est black, en fait c'était vraiment dégager, se retirer de toute culpabilité, de toute responsabilité, voilà, merci, de toute responsabilité en France, que de laisser ce terme à c'est là-bas en fait. Le problème est là-bas, vrai. Ils sont racistes, eux c'est là-bas, les blacks. Mais c'est vrai, et là pour le trouble borderline, le problème c'est que en fait en France on est très très mauvais sur ce trouble. Et moi après c'est moi personnellement quand on m'a dit vous avez un trouble de la personnalité borderline ou un trouble de la personnalité limite. Et ben moi je me suis sentie un peu mince, non je suis pas limite, enfin genre ça fait très limitant, très personne limitée presque. Donc à ce moment-là j'étais un peu en mode waouh, enfin c'est pas très gentil de dire ça à une personne. Et en fait c'est très américain, mais je trouve que c'est quand même le terme qui correspond le mieux parce que vraiment on a ce côté borderline, vraiment au bord de la ligne, toujours entre la limite voilà. Et puis c'est vrai que après, moi, j'ai fait une formation dans le cadre du travail. Il y avait un monsieur, un psychothérapeute, qui clairement me l'a dit droit dans les yeux. Le trouble borderline, ça n'existe pas vraiment. Moi, j'appelle ça les psychoses ordinaires. Alors là, j'ai trouvé ça excellent. Donc, moi, je suis atteinte de psychose ordinaire. Donc, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit... vous savez, il y a des psychotiques. Enfin, je lui ai pas dit parce que après on parlera peut-être de l'emploi et moi j'ai caché ça à mon employeur. Donc là je le dis, donc si ça se trouve ils vont tomber sur ça et je leur faire bon en fait c'est moi. Au fait c'est pour ça que je suis un peu chelou. Mais oui clairement il a dit que les borderline étaient donc psychotiques mais de façon ordinaire quoi. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Faut pas qu'on prenne trop d'ampleur alors. Faut pas qu'on soit sur toutes les plateformes. Ne nous identifiez pas, s'il vous plaît. Il y avait une question ou réaction là-bas. Je voulais rebondir sur les thérapies non médicamenteuses. À part la thérapie comportementale dialectique, est-ce qu'il y a d'autres thérapies ? Est-ce que tu as eu accès à d'autres thérapies ? Alors, donc moi je suis pas trop voilà. Moi en fait j'ai été diagnostiquée à l'hôpital donc à la Péronie au service psychiatrique de jour parce que j'ai un parcours psychiatrique un peu particulier. Souvent les personnes qui rentrent en psychiatrie rentrent suite à une tentative de suicide ou à une très grosse décompensation. Donc ils arrivent aux urgences psy, ils voient des psychiatres, ils voient des infirmiers psy. Enfin bref, il y a vraiment ce cadre très hospitalier, très enfermé. Moi non, pas du tout. J'y suis allée entre guillemets de mon plein gré. Parce que je sentais que ça allait pas. C'était le jour de mon anniversaire, je me rappellerai toujours. J'ai fait vivre un enfer à ma mère parce que je lui ai dit maman, faut que tu m'amènes aux urgences psy. Elle sortait du boulot, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit maman, je pense que je vais me suicider, donc je vais aller aux urgences psy. Donc j'étais en pleurs, elle était pas bien, elle savait pas comment me gérer, j'étais en panique. Et en fait, j'ai été diagnostiquée là-bas. J'ai été suivie par une psychiatre, qui a très vite compris ce que c'était, parce qu'on pensait que c'était une dépression. Donc elle m'a orientée parce qu'à la Colombière, non, c'est pas la Colombière du tout, c'est à la Péronie vraiment. Il y a une personne qui est spécialiste, qui a même écrit un bouquin. Oui, mais du coup moi j'y allais pas à la Colombière, j'allais au service, voilà. Je sais plus comment elle s'appelle. Son prénom c'est Déborah. Voilà, exactement. Déborah comment ? Ducasse, ouais, j'ai lu son bouquin et tout. Après, j'ai même été suivie par elle et j'ai pas du tout accroché. Mais alors, pas du tout. Elle est très particulière. Mais pour dire à quel point, mais elle était complètement dans la lune. Un jour, je me suis dit, elle est plus folle que moi. Hein. Parce qu'elle m'a envoyé l'ordonnance d'un mec. J'ai regardé, j'ai fait mais c'est pas mon truc. Et puis j'ai dit mais c'est pas mon nom. Je l'ai rappelé, je lui ai dit mais madame c'est pas mon nom en fait. Elle m'a dit ah pardon excusez-moi. Bref, elle me faisait faire en visio en plus de la relaxation en visio.
Bon, elle était là, elle fermait les yeux, elle était tranquille. Elle faisait de la relaxation. Moi, je la regardais, j'étais en mode d'accord, ok. Mais après, ouais, pour répondre, du coup, elle a fait revenir, elle m'a dit ça te dirait de participer à un groupe justement, ouais, vous êtes entre borderline, tu vas voir, c'est super. Au début, j'étais en mode ouais, trop bien. Et en fait, ouais, super. C'est tous les lundis de 14h à 17h. Ou alors, t'as aussi le jeudi de 15h à 18h. Voilà, donc non, tu n'as pas le droit d'aller en cours, tu n'as pas le droit d'avoir une vie professionnelle. C'est même ouvert aux parents, ils peuvent venir. Comment ils viennent, puisque souvent ils travaillent. Mais enfin voilà quoi. Et en fait, c'est un groupe où ouais, super, tu parles avec des borderline. Moi, j'ai pas trop compris le concept, j'y suis pas allée. Parce que déjà, je leur ai toujours dit, mais en fait, les horaires, vous vous rendez compte que tout le monde travaille à cette heure-là? Vraiment? En plus, pendant les vacances scolaires, ils sont fermés. Parce que c'est pas drôle. Donc voilà. Moi, non, j'ai pas fait autre. Mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais moi, je vois une psychologue et c'est déjà bien. Voilà. Ok, il y aura une autre question là-bas. Oh là là. Peut-être en attendant, tu vois une psychologue, mais plus de psychiatre. Ah si, je vois Si, toujours les un deux. psychiatre. Les deux. Puisque la différence, pour rappel, le psychiatre, c'est un médecin prescripteur, et le psychologue, c'est vraiment quelqu'un avec qui on va pouvoir discuter. Alors, moi, il y a certains psychiatres qui sont un peu psychologues. Oui. Moi, c'est pas le cas. Il est très gentil, hein. Mais alors, il sert à rien. Hein. Et c'est la plupart des psychiatres. Je suis désolée, peut-être qu'il y a des psychiatres dans la salle, mais il y a certains psychiatres. Bah voilà, hein, ça va, ouais, super. Ok, l'ordonnance, on se revoit dans un mois. Moi, c'est un peu ça. Bon, si je vais pas bien, il est là. Et du coup, il m'a permis parce que moi, je lui ai quand même posé la question la dernière fois que je l'ai vu. Bon, mon trouble, il existe quand même. Donc lui, c'est un vieux psychiatre. Il m'a dit, mais oui, ça existe, vous inquiétez pas. Donc j'ai fait, allez, c'est bon. Mais je vois une psychologue et donc là, moi, je la vois un petit peu moins souvent qu'avant. Mais sinon, c'est quasiment une fois par semaine que je la vois. Là, actuellement, c'est une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Question, réaction là-bas. Réaction, surtout. Ah. Bon, moi je suis Jean-Baptiste, un collègue de Estelle de la PSA 64. Je voulais juste faire une réaction en fait par rapport à l'emploi. Je pense qu'effectivement c'est pas vu qu'elle en parle. Moi en tout cas par rapport à mon parcours particulier organistique et tout, j'ai été en l'occurrence très affecté. En tout cas une intervention que j'ai fait à Saint-Martin-d'Ecker, Mali-l'Europe, sur une personne, un jeune garçon de 29 ans, des scouts catholiques, où j'ai été dans l'obligation d'animer organistiquement les obsèques. Et pendant l'homélie du prêtre, j'ai appris qu'il s'est suicidé à caractère, suite à une exclusion du monde du travail ordinaire, à caractère discriminatoire, handicapophobe. Et la question que je voulais poser, parce qu'il y a une réaction et une question aussi, c'est la question, est-ce que suite à du fait qu'on est autant rejeté comme ça par le monde ordinaire du travail, est-ce que c'est nous le problème? Parce que là, c'est la question, le gros point d'interrogation que je me pose. Sacré sujet, Jean-Baptiste. Ouais, on va en parler. Mais tu le sais déjà que c'est un sacré sujet. Ouais, on en avait déjà parlé justement au boulot. Donc voilà. On va peut-être répondre déjà par ton expérience à toi. Donc tu précisais tout à l'heure que tu n'as pas précisé à ton employeur de ton travail actuel. Oui. Donc qui pourtant, je le rappelle, est un travail qui suit des personnes en situation de handicap psychique. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc où pour le coup l'accueil d'éducateurs handi-psy serait théoriquement le bienvenu. Non, parce que déjà moi, faut savoir que là quand j'avais fait l'émission, j'avais demandé parce que sur Facebook il y avait des posts et j'avais dit à Damien surtout mais pas ma photo, mais pas mon nom, faut que je sois anonyme parce que je sais jamais si mon centre de formation apprend que je suis borderline, si ça se trouve je vais pas avoir mon diplôme parce que j'étais vraiment hyper flippée de ça. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup mûri et j'ai aussi eu des expériences d'autres collègues qui m'ont pas mal aidé. C'était assez récent. En fait, quand j'ai dit oui à Damien, j'avais cette envie de parler de mon handicap aussi,
Et en même temps, je me suis dit non, fais pas ça parce que vas-y, ton employeur, il est pas au courant, quoi. Parce que c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, c'est aussi comme ça que j'ai été engagée. J'ai une RQTH, on sait pas pourquoi. Comme j'ai plein d'autres handicaps, je me cache derrière. Oh, c'est le dos, vous comprenez, j'ai mal au dos. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas le mal au dos, c'est parce que je suis en train de faire une dépression, parce que il y a trop de pression, parce que j'ai mal vécu une situation et du coup, je suis en dépression totale. D'ailleurs, il faudra qu'un jour, peut-être, quelqu'un parlera de la différence entre la déprime et la dépression, qui est quand même très importante. Et du coup, moi, c'est... Oui. Tu ouvres une porte, donc tu vas en parler. J'ouvre tellement de portes. Tellement. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis employée en tant que monitrice éducatrice et je travaille dans un FAM, donc foyer d'accueil médicalisé, auprès de personnes qui ont une véritable détresse psychique. Et donc, par l'employeur, ça serait vu comme une faille, comme une faiblesse, comme quoi c'est mauvais parce que un peu trop empathique. On me l'a dit. Je suis trop. J'ai coupé le micro. C'est pardon. Je suis trop empathique et déjà ça c'est un peu problématique. Et donc si un jour je leur dis en fait moi je suis de borderline et comment vous traitez certains ou comment vous dites non mais lui il est borderline alors c'est normal, moi ça me choque, je suis pas sûre que ça passe. Du coup ils vont peut-être le découvrir avec l'émission, surtout que comme une personne très intelligente que je suis, je leur ai dit ce soir je fais une émission de radio, je vais handicapique et voilà, bon ils vont découvrir, oui je suis borderline mais ça va. Mais j'ai une question, s'il vous plaît. Mais quand vous avez pris ce poste, c'était justement un poste pour une personne en situation de handicap ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, ça s'est passé que moi, j'étais donc dans mon école de moniteur éducateur, les CMEA, au moment de l'émission où j'ai fait avec Damien. Et après, moi, j'ai fait mon deuxième stage justement dans ce foyer. J'étais flippée, je pleurais, je voulais pas y aller parce que je me suis dit mais c'est du handicap adulte et en plus psychique. Moi je suis fragile psychiquement, c'est sûr je vais pas y arriver. Et en fait aujourd'hui je peux le dire, les résidents malheureusement ça se passe tellement bien. Ça se passe super bien avec eux. J'ai un réel lien. Grâce à eux, je pense que mon travail c'est devenu une passion. Mais en fait le plus dur c'est avec mon équipe. Parce que des fois, ils ont des réactions que moi, je peux pas comprendre, des trucs tellement... Mais des fois, ils se rendent même pas compte que c'est juste de la discrimination ce qu'ils font, ou que c'est vraiment à la limite de la loi, qui pensent que c'est bien pour eux, alors que pas du tout. Et comme moi, j'y vais avec mes tripes, parce que c'est ça aussi le problème d'être un peu borderline, c'est que quand on est dans un autre truc, on y va avec nos tripes. Moi, j'y vais avec mes tripes. Au travail, je suis là, je suis pleine d'énergie, je suis pleine de... Voilà, quoi. Du coup, ça m'est reproché, alors que, au final, je m'aperçois que pour les résidents, c'est bien. Parce que, c'est aussi... Voilà. Ils ont quelqu'un d'humain en face, quoi. Mais quelqu'un qui a des émotions. Du coup, ça veut dire que donc, dans cet emploi, personne ne connaît tes problèmes du Non. tout. Aucun de tes handicaps, du coup. Si, ils savent que j'ai une RQTH, ils savent que j'ai des problèmes de dos. D'accord. J'ai déjà dit, je suis dyslexique pour éviter d'écrire en réunion. Et de lire en réunion aussi. Ah ouais, attends, quand t'écris en réunion, que tu sais pas mettre un P ou un T, on paraît un peu bête. Donc j'ai dit non, mais je suis dyslexique. Mais je leur ai pas dit, en fait, je suis borderline et je les comprends totalement. Mais parce que bien sûr, le trouble borderline en général va avec quelques comorbidités. Donc comorbidités d'autres troubles. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis pas quelqu'un de très svelte parce que en fait, j'ai des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Et donc moi, je faisais de l'hyperphagie. J'ai été opérée, j'en fais encore un peu, mais voilà. Donc en général, je comprends parce que moi, on a des personnes qui ont des TCA. Et donc, quand j'essaye d'expliquer à mes collègues ce que c'est et que réellement, il le fait pas exprès et que c'est plus fort que lui et que même s'il se rend malade, c'est ça qui lui fait du bien, c'est de se sentir, c'est une façon aussi de sentir son corps, mais c'est aussi une façon de se détruire. Ils n'arrivent pas à le comprendre et ils me disent mais non, c'est juste qu'il est gourmand. Bon, voilà quoi. Il y avait une réaction derrière d'abord, là-bas. Ah oui, du coup, pardon, j'ai pas du tout répondu à la question de Jean-Baptiste. Du coup, moi, effectivement, je n'ai pas été discriminée dans mon parcours professionnel, peut-être après cette émission, qui sait, pour l'instant.
Parce que moi, comme on le dit souvent, mais ça se voit pas que t'es handicapé. Bah ouais, c'est ouf ça. On va y revenir là-dessus. Je l'avais noté en petits points à aborder. Oui. Parce que tu en avais déjà parlé il y a 4 ans du coup. Et avec la personne invitée aussi, vous en aviez parlé. Donc on va y revenir après. Et c'est juste pour dire que moi, par exemple, mon compagnon qui a un trouble bipolaire, lui, il a un parcours malheureusement, on va dire, plus classique que moi, dû à des TS, donc tentative de suicide. Il a été plusieurs fois enfermé, comme il dit lui-même, à l'hôpital psychiatrique sous contrainte. Et du coup, il a un trou sur son CV. Là, actuellement, il a un trou de 10 ans. Parce qu'en fait, après l'hôpital, il a fallu aussi se reconstruire. Lui, il a décidé de se sevrer de médicaments. Il a décidé de prendre soin de lui. Et du coup, en fait, ça a été 3 ans où il n'a pas travaillé. Son travail, c'était prendre soin de lui. Il a perdu du poids, il a fait du sport, il a fait de la méditation, il a complètement changé. Et par contre, lui, quand il se présente à un travail ordinaire, les employeurs disent « Ok, mais c'est quoi ce trou sur le CV ?» En plus, lui, étant bipolaire, c'est aussi quelqu'un qui a un problème avec la justice. Donc, c'est-à-dire que quand c'est pas juste, il aime pas ça. Donc, il va le dire. Donc, il va dire j'ai eu un problème de vie. Et donc souvent, on lui pose des questions. Donc lui, il s'en cache pas. Il a pas honte de son parcours. Il dit oui, j'ai un trouble psychiatrique, mais je suis stabilisé aujourd'hui. Et donc souvent, on lui dit ok, on vous rappellera. Conclusion, on le rappelle jamais. Voilà. Parce que discrimination, parce que tu comprends, il est fou. Il va pas pouvoir gérer. À tout moment, il rechute quoi. C'est ça. Mais du coup, on te dit, tu vas pas pouvoir gérer. Ou alors, aussi, les employeurs peuvent très bien partir en mode, je ne vous oublie pas, c'est promis. Les employeurs vont aussi partir en mode, non mais le fou, il va arriver avec une paire de ciseaux à bourron et c'est sûr qu'il va essayer de nous planter tous, quoi. Mais on n'est pas des tueurs en série. Complètement. Mais totalement. Mais tu sais, après c'est un trop vaste sujet. Il y a une réaction. Ouais. Non. C'est fait pour ça. Désolée. Non. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous dire que je vous trouve très sympathique et très charmante. Donc, vous pouvez déstresser tout de suite. C'est gentil. Vous êtes très sympa. Vous expliquez très, très bien. Vous avez beaucoup de pédagogie. Donc, j'espère que ça vous rassure, mais je le pense vraiment. Deuxièmement, je voulais dire que c'est très dommage de voir le corps médical et notamment tout ce qui est univers psychologue, psychiatre, qui ont des préjugés et qui pratiquent de la discrimination, je dis pas tous, pratiquent de la discrimination sur leur regard sur leurs patients et les autres, sur les maladies en l'occurrence concernées. Et on retrouve ça aussi dans le médico-social et dans le social, notamment ce que vous vivez si vous ne faites pas votre coming out par rapport à votre maladie, votre handicap, si je puis me permettre, c'est que vous savez que vous allez être discriminé. Tout à fait. Comme monsieur disait. Et c'est dommage parce que si vous avez un PCH, oui, une reconnaissance, une RQTH, oui. Un RQTH, c'est justement pour pas être discriminé. Donc il y a vraiment des luttes à faire là-dessus. Une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Oui, tout à fait. Mais contre aussi la discrimination à l'embauche. Oui. Il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on ne peut pas le contrôler. C'est quand même un comble qu'une personne en situation de handicap, qui a beaucoup d'empathie avec ses patients, soit discriminée alors qu'elle apporte du bien-être à ses patients. Oui. Et que vous êtes traité, on va vous dire vous êtes peut-être moins compétente qu'une personne qui n'a pas, alors que vous êtes traité, vous êtes suivi. Merci la télé, les films de psychopathes. C'est ça. Mais en fait, moi, une fois, j'ai dit que juste je connaissais les traitements psy, donc surtout le mien et celui de mon copain. Donc j'ai parlé vite fait et j'ai dit ça sert à ça sert à ça. Et en fait on m'a regardé, on m'a dit mais comment tu sais ça en fait? Genre tout de suite c'était très voilà, j'ai dit parce que j'ai des connaissances, mon compagnon, voilà. Alors là tout de suite c'est mais ça va à la maison, waouh, j'ai eu l'impression que je vivais avec un psychopathe qui allait péter, franchement je vous jure quoi, j'avais une bombe à retardement à la maison alors que le handicap psychiatrique, c'est hyper tabou dans la société. Totalement. C'est peut-être le plus tabou, tout ce qui est handicap psy, c'est extrêmement tabou et c'est hyper stigmatisé, quoi. En fait, c'est pas très bien de dire ça, mais malheureusement, moi je l'ai constaté.
par le personnel et le professionnel, mais le handicap psychique, c'est le handicap invisible le plus discriminé. Exactement. En fait. Et c'est le parent pauvre de la médecine aussi, la psychiatrie. Bien sûr, parce que quand on voit l'hôpital psychiatrique qui sont financés par très peu de... Enfin, ils ont peu de lits, donc ça renvoie des personnes qui font des TS ou qui menacent de faire des TS, ça les renvoie au domicile en disant « Oh, prenez un Xanax et ça va mieux ». Et donc voilà, en France, on est très très mauvais sur le handicap psychique. Encore une fois, j'utilise vraiment le terme, on est très psychophobe. Mais que ce soit dans le professionnel, partout en fait, et même la société, on s'aperçoit qu'on est très 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 psychophobe. Voilà, les psychiatres surtout, d'ailleurs. Moi, je me posais la question. Alors officiellement, en effet, ton handicap est pas très bien vu, mais est-ce que toi, dans ton quotidien, dans ton travail, est-ce que c'est pas plutôt un avantage justement? Alors, avec elle-même, tu veux dire? Enfin, elle-même et son rapport aux autres, mais en l'occurrence, pas forcément son rapport à ses collègues, là, du coup. Oh, oui. Avec les gens de manière générale. Alors, c'est un avantage dans le sens où, pour les moments privilégiés avec les résidents, parce que, comme on est très sensible, souvent, on ressent un petit peu les émotions des autres, un peu, voilà. Donc, c'est vrai que, du coup, on peut aussi amener l'autre à avoir... Parce que les résidents que j'accompagne, on les appelle les éponges émotionnelles. C'est vraiment des personnes qui sont très sensibles. Donc nous, un éduc, il arrive le matin, il fait la gueule, vous pouvez être sûr que toute l'unité, ça va faire la gueule. Alors qu'on arrive le matin, on est en train de sauter partout, d'être super joyeux, alors là, c'est parti, quoi. Donc c'est vrai que c'est un avantage parce que je sais ce qu'ils ressentent, un petit peu entre guillemets, je peux ressentir plus ou moins quand ils vont pas bien, les lâcher, tout ça. Je peux discuter aussi, notamment avec un résident qui a des TCA. Je peux discuter avec lui, dire je comprends, donc t'inquiète pas. Mais c'est aussi un véritable désavantage parce que justement, je ressens aussi des fois ce qu'ils font. Moi, je suis obligée de gérer mes émotions et c'est impossible de gérer les émotions. On ne gère pas. C'est un peu comme faire un double travail Oui. sur toi et sur les résidents. C'est ça. En fait, le problème, c'est que moi, je suis obligée de me gérer parce que si je suis trop up aussi, si je suis vraiment trop excitée, ils vont vraiment être très excités et donc les collègues, ça va les épuiser. Voilà. C'est quoi tes stratégies pour gérer ça, justement, essayer de canaliser entre gros guillemets. En tout cas, face à eux, par rapport à eux. Face à eux, franchement, je sais même pas. Souvent, on dit, on enfile une combinaison de professionnel. J'essaye d'enfiler ma combinaison de professionnel, mais moi, elle est très fine. Donc on me voit beaucoup à travers, on va dire. Et voilà. Après, j'essaye de gérer, j'essaye de me rappeler pourquoi ils sont là, des fois. Et après, comme je les connais au bout d'un moment très bien, je vois où sont, entre guillemets, leurs limites. Et aussi parce que peut-être j'ai l'habitude d'être avec eux, parce que même si ça paraît pas beaucoup, on passe 40 heures de notre vie par semaine avec eux. Ouais, on travaille, on fait 39 heures nous, donc on travaille que 4 jours par semaine, mais on est tout le temps avec eux du coup. Et on a vraiment des périodes de vie. Moi, je suis sur le FAM, donc on fait des week-ends, donc des fois ils sont tout le temps là. Enfin, on fait plein de choses avec eux. Au bout d'un moment, on les connaît et peut-être, je sais pas, aussi. D'une certaine manière, c'est ma psychologue qui m'a dit ils sont un peu une forme de thérapie pour moi. Je sais pas si ça marche. Ouais. Ils sont un peu une forme de thérapie parce que j'apprends aussi à me connaître à travers eux et grâce à eux. Et je leur dois beaucoup au final. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit vraiment pas souvent, mais dans le travail social, médico-social, les personnes qu'on accompagne nous apprennent beaucoup de choses. Et ça, moi, ils m'ont appris tellement, et ça, je les remercie, mais voilà. Attends, prends le micro, parce qu'on enregistre, alors du coup, le son passe directement par le micro. Du coup, vous avez appris quoi concrètement sur vous? Parce que, mais oui, non, mais parce que c'est très généraliste comme propos. Merci, c'est vrai. Et il y a, à aucun moment je vous vois en train de travailler
ou à aucun moment, quand vous parlez, là, quand vous racontez, à aucun moment je peux mesurer concrètement ou me faire une idée concrètement de ce que ça veut dire avoir une combinaison très fine de professionnels. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est important, si on veut un peu discerner, y comprendre quelque chose de ce que vous faites, d'avoir un peu des exemples précis. Parce que sinon, on peut aussi, le travers, c'est aussi de tomber dans comment dire, des propos un peu généralisants aussi, qui font pas forcément avancer. Non, mais qui ne vont pas forcément avancer la réflexion dans le sens où ça construit des dualités assez vaines, en fait. Voilà. Le début, vous êtes arrivé peut-être plus tard, mais donc Estelle, pour remettre dans le contexte, donc un trouble borderline, la personnalité limite, et qui donc travaille avec des jeunes. Non, pas des jeunes, des personnes en jeunes, situation de handicap psychique. Adultes, en situation de handicap psychique. Oui, Okay. oui, non, mais alors, si je peux me permettre de répondre à votre question, effectivement, c'est très généraliste. Mais parce que, sincèrement, je pense que c'est très dur de se connaître, encore plus quand on a ce trouble. Vraiment, moi, c'est moi. Je vous le dis, moi, à chaque fois, on me dit, mais Estelle, tu sais qui tu es pour plein de trucs. Et ça, c'est dans ma vie personnelle. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire, bah non, en fait. Parce que moi... par exemple, c'est très bête, mais ce que la dame tout à l'heure elle a dit en disant que j'étais sympathique et pédagogue, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien, et je le rajoute entre guillemets à la liste de ce qu'on me dit que je suis. Mais en vrai, moi, je peux pas vous donner des qualités parce que je me sens vide des fois. Je sais pas qui je suis, sincèrement. Et du coup, effectivement, qu'est-ce qu'ils m'ont appris sur moi ? Ils m'ont appris que j'avais un côté très doux, que j'étais très très maternante. Ils m'ont appris des choses, la patience aussi. Ils m'ont appris aussi la pédagogie et le fait que c'est pas grave de pas tout comprendre tout de suite. Ils m'ont appris plein de petites choses que même moi dans ma vie personnelle je vais pouvoir utiliser. Et c'est vrai qu'au final, quand je dis que la combinaison elle est très fine, c'est parce qu'en fait je suis jamais au boulot juste au boulot. Je suis aussi Estelle qui est un peu à la maison. Je suis un petit peu j'ai ce truc j'essaye à chaque fois de dire non, t'es au travail, ce sont des résidents, ils ne font pas, ils font pas partie de ta vie privée, et effectivement, ils font pas partie de ma vie privée, mais quand je rentre à la maison, je continue malheureusement des fois à penser à eux, parce que il y a des choses qui m'ont marqué, donc parce que je suis aussi jeune professionnelle, donc j'apprends, mais voilà, la combinaison, elle est très fine parce que je reste qui je suis et au travail, j'amène mon univers qui est pas forcément, qui est vraiment un univers particulier parce que moi, pour me rassurer dans ma vie personnelle, j'ai vraiment un style particulier, j'ai une façon de penser un peu particulière. Et du coup, j'amène ça au boulot. Ça perturbe pas mal les équipes. Je fais du remue dans les équipes. Et les résidents, ils vivent aussi un petit peu à travers... me vivent à travers ça aussi. Voilà, c'est pas très clair, mais parce que je peux pas être claire. Vraiment. En fait, je demandais des choses très concrètes, des exemples. En fait, il ne s'agit pas de se définir. La façon d'être maternante. Il s'agit juste, par exemple, de donner. Il y a des moments comme ça, mais qu'on traverse tous, des espèces de moments de clarté où d'un coup il y a quelque chose qu'on comprend, qu'on comprenait pas jusque-là, est-ce qu'il y a des situations, c'est ça que j'ai dit, des moments justement où vraiment des instants et dont on se souvient presque toute sa vie, de se dire à ce moment-là j'ai compris ça. Parce que, et du coup, c'est juste pour donner. Après, je vais vraiment dire quelque chose c'est rigolo qu'on me reproche aussi un peu, c'est que je suis très maternante. J'ai vraiment ce truc de fonction maternelle, et ça m'a vraiment marqué parce que ils me l'ont toujours dit. Mais ils me le disent tout le temps. Et j'ai un petit peu ce rôle de maman de l'unité, des fois. Donc c'est pas forcément bien, attention. Donc j'essaye de me retirer un peu de ce rôle. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant. Pour moi, j'étais quelqu'un de froid. J'étais quelqu'un qui... jamais j'allais avoir de la patience. Jamais j'allais avoir de la douceur. Et en fait, je me suis aperçue et je me suis surprise moi-même à
à avoir des moments de douceur, des moments de très calme, qu'en fait au boulot je parle pas du tout comme ça. Je parle comme ça à mes collègues. Au boulot je parle très doucement aux résidents. C'est vraiment des moments très calmes où je vais leur expliquer, je vais prendre le temps d'expliquer. Alors qu'en vrai, bon, tu comprends pas, bah tant pis, démerde-toi quoi. Alors que là c'est voilà. Et ils m'ont appris que j'avais ce côté-là, et du coup maintenant dans ma vie personnelle, ben je suis capable de m'occuper de mon neveu. Et alors que franchement, quand ma sœur était enceinte, je me suis dit mais Estelle, enfin le bébé il va pleurer, tu vas paniquer, tu vas le laisser pleurer, tu vas partir. Alors qu'en fait pas du tout. Maintenant, ça se passe plus comme ça. J'ai un autre côté avec les personnes qui en ont besoin. Enfin, je sais pas. Ça répond pas forcément à la question, mais j'ai pas mieux. Voilà, j'ai pas mieux. Désolée. Estelle, pourquoi tu as voulu faire ce métier, ce travail ? Pourquoi j'ai voulu franchement, je sais pas. C'était vraiment. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'Institut Saint-Pierre, un hôpital pour enfants. Et j'étais suivie parce que j'ai des problèmes au genou, enfin au mollet, voilà, truc à la con. Et j'ai été aussi suivie pour le poids. Alors là, c'était le plus gros traumatisme de mon enfance, je pense. Et en fait, un jour, j'attendais ma séance de kiné et j'ai vu des dames passer qui poussaient les enfants en fauteuil et tout. Et en fait, j'hésitais entre. Enfin, vraiment, je me suis prise pour passion par ces dames. Je me suis dit, je veux faire ça, ou kiné pour enfants en situation de handicap. Et en fait, grâce à l'APF, j'ai rencontré et je me suis dit, mais en fait, non, c'est ça que je veux faire, CME. Et donc voilà, je me suis lancée. Top. Est-ce que... je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas forcément de questions, mais je profite d'avoir le micro. Parfait. Merci Estelle déjà pour ta sympathie et pour ton humour. T'as pas du tout l'air stressée, clairement. Bah putain, vraiment. Apparemment, elle est quand même bonne comédienne. Mais ça fait du bien cette légèreté. Ah si, j'ai une question justement. Non, t'avais dit pas de question. Ouais, c'est fini. Au revoir. Quand il y a des crises, comment est-ce qu'il faut réagir en face quand on est proche ou pas forcément proche, mais quand on le sait et ça arrive, on fait quoi ? C'est une bonne question. J'ai envie de l'élargir aussi à d'autres conférences que nous, on a pu faire sur différents types de handicap et aussi même sur la notion de consentement. On a beaucoup, dont on a beaucoup parlé aussi sur le consentement dans la rue de manière générale. Est-ce qu'il faut aider, pas aider ? Comment est-ce qu'on demande l'aide, etc. Et le consentement, c'est important. C'est tout ce que j'ai à dire parce que si la personne qui est en crise, c'est pas compliqué. Peu importe la crise que c'est. Même si c'est une crise cardiaque, techniquement, on est censé aller la voir et lui dire bonjour, vous avez besoin d'aide. Et donc une personne qui est en train de faire une crise, on va dire une crise psychotique, soit elle va savoir demander de l'aide, soit quand on va venir la voir, elle va dire effectivement j'ai besoin d'aide, ou alors on va être obligé de l'aider. Et donc souvent ça se traduit par des hospitalisations sous contrainte. Voire même des fois l'intervention de la police, des pompiers et de tout le bazar pour dire allez tu viens avec nous, on va à la Colombière maintenant. Et donc en fait on ne sait pas comment réagir face à une personne qui est en crise. Le plus important, c'est si vous connaissez là une personne, c'est de dialoguer avec elle, essayer de voir si elle arrive à dire si elle va bien ou pas, si elle a besoin d'aide ou pas, lui demander si elle est d'accord pour parler de ça, si elle est d'accord pour que vous l'aidiez. Et sinon, malheureusement, c'est quand on voit que la personne se renferme et qu'elle devient dangereuse pour elle, tout ça, moi j'ai envie de dire, là c'est moi, éducatrice sur un foyer qui parle, donc tu essaies de contacter si tu as un numéro de la psychiatre, du médecin, de la famille pour expliquer, pour savoir il se passe ça, c'est pas normal. Quand c'est une personne de foyer qui est suivie depuis des années, on les connaît, donc on dit il commence à se passer ça à hospice. Donc et là c'est des négociations entre le résident et toi, c'est des négociations, c'est aussi des négociations avec le psychiatre. Les négociations avec le 15 ce matin, c'était d'ailleurs assez épique. Petite anecdote, j'ai quelqu'un qui a explosé, qui a menacé de taper, qui a failli taper une autre résidente.
sur une autre unité de la mienne. Après, il menaçait de se suicider, il menaçait de faire du mal, de me faire du mal aux autres. C'est une personne qui, quand elle dort pas une nuit, on sait qu'il va péter les plombs. Là, il n'a pas dormi de 2 nuits, donc il allait vraiment péter les plombs. Et en fait, on s'est retrouvé donc avec quelqu'un qui est capable de taper dans les murs, qui est capable de taper les éducateurs, taper les résidents. On s'est retrouvé, moi je me suis retrouvée à récupérer le téléphone à mon collègue parce qu'il n'arrivait pas à convaincre le mec du 15. Donc je me suis retrouvée à engueuler le mec du 15. Je lui ai dit mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous nous dites? Parce qu'il me disait oh, mais moi je viendrai pas le chercher, hein, nous on viendra pas. Donc je lui ai dit bah vous savez quoi, j'appelle quelqu'un de plus compétent. Donc j'ai raccroché, j'ai appelé le 18, je leur ai expliqué. Il faut toujours être convaincant en leur disant bah écoutez, on est un foyer, on est ouvert, là il est 8h30, les résidents ils commencent à se réveiller, il y a le mec qui est en train de péter un câble, il menace de taper tout le monde, on est obligé de dire aux résidents rentre dans ta chambre en fait. Ils sont tous hyper fragiles, hyper stressés. Comment dire que dans cette journée-là, il y a eu 15 crises d'angoisse, les professionnels étaient tous flippés. Donc en fait voilà, donc j'ai convaincu le 18 de me repasser le 15, de rester en ligne. J'ai eu le 15, ils m'ont passé le médecin régulateur. OK, on viendra. Vous savez quoi? Eh ben on les attend toujours. Voilà, c'est magnifique. Et d'ailleurs pour hospitaliser une personne en psychiatrie, contrairement à pour hospitaliser une personne qui a un besoin, par exemple une personne qui fait une crise cardiaque ou qui chute ou quoi que ce soit, et ben non, pour hospitaliser quelqu'un en psychiatrie, il faut qu'il y ait la police, les pompiers et le SAMU. S'il n'y a pas ces 3 entités, et ben vous allez vous faire voir et vous restez avec la personne qui va se faire du mal aux autres. Souvent dans 99% des cas, enfin donc 90% des cas, les personnes ne sont pas dangereuses pour les autres, mais très dangereuses pour elles en fait. Voilà. Ça aussi c'est un truc qu'on se fait, c'est un film qu'on se fait, mais une personne psychotique ne va pas vous tuer. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus le diagnostic de psychopathie, parce que c'était trop stigmatisé avec des tueurs en série. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà. Parce que on n'est pas tous des tueurs en série. Ah, mais bien sûr, mais j'ai envie de dire, évidemment, qu'il y a ce côté danger pour autrui, c'est quand la personne va prendre la voiture, va avoir une conduite addictive et va après prendre... Voilà, bien sûr qu'il y a ce côté-là, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, hein. Une personne, quelqu'un qui boit trop, qui prend le volant, il est dangereux pour les autres. Quelqu'un qui fume et qui est un peu déprimé dans son lit, qui est pas du tout... traité en psychiatrie, qui est déprimé, qui fume dans son lit, qui s'endort, son lit crame, il fait cramer l'immeuble avec. Évidemment, bien sûr qu'il y a ce côté de danger pour les autres, parce qu'il y a toujours des au cas où. Mais moi, quand je parle de danger pour les autres, c'est représenter un réel danger. C'est-à-dire qu'une personne, moi, je vois les résidents, il y en a qui peuvent taper, mais ils peuvent taper, mais ça dure 2 minutes. Enfin, ils sont en souffrance psychique, mais les 3 quarts, ils vont se mettre à pleurer, à hurler et à dire je vais me suicider, et prendre un couteau et se faire du mal et se scarifier. Et moi, franchement, j'ai plus vu des personnes qui se scarifiaient, qu'on était obligé de soigner au dernier moment, qui nous disaient en fait je me suis fait du mal. Ou même des personnes qui font des TS. J'ai plus vu ça que des personnes qui nous tapent. Franchement, après en psychiatrie dure, en UMD, donc unité pour malades difficiles, évidemment que là, il y a des personnes qui tapent. Mais comme partout, j'ai envie de dire, comme partout, malheureusement. Voilà. Il va y avoir une autre question. C'était pas une question, c'était vous dire bravo, parce que moi je trouve que, c'est vrai que les maladies psy, on est tous sur un spectre quelque part, et voilà. Alors peu importe la position sur le spectre, du moment que on arrive quand même à être en communication, en résonance avec les autres. Et j'ai l'impression que dans le cadre de votre travail, non seulement vous êtes dans cette empathie-là, mais qu'en plus vous arrivez à trouver en vous-même des ressources que vous ne connaissiez pas et qui s'expriment à travers votre travail, et je trouve ça formidable. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci de ce que vous faites pour les autres. Merci beaucoup. C'est wow. On va pas en parler trop souvent, sinon je vais pleurer. Voilà, alors une vraie crise borderline. Une première à dire Way People. Ah, peut-être pas, remarque. T'as déjà eu des invités qui se sont mis à pleurer Tu as déjà eu des invités qui se sont mis à pleurer à la fin de tes émissions? Non.
Si, moi j'étais en quasi fin de larmes, l'émission 3. C'était plus enregistré. J'étais en mode. Oui, mais ça, c'est parce que je te frappais. Oui, aussi, c'est vrai. Damien, c'est une blague. C'est une blague, évidemment. C'est une blague. Avec Damien, c'est l'amour vache, comme on dit. Non, moi, ça me fait penser à une question. T'as parlé en tout début d'émission que c'était une construction psychologique. Et là, justement, madame a parlé de spectre. On est beaucoup dans cette tendance. On parle de spectre autistique, on parle de neurodivergence. Est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait parler de psychodivergence ou pas? Waouh, c'est compliqué ta question. En fait, ouais. Tu le sais. Oui, je sais, j'aurais dû m'en douter. Alors, je suis pas médecin, mais je pense que peut-être mademoiselle la psychologue, elle va peut-être pouvoir mieux répondre. Après, si tu veux tenter une réponse, je veux pas couper quoi que ce soit. Moi, ma réponse, ça serait que en ce moment, on a beaucoup tendance à parler de spectre, tout ça, que c'est un peu très tendance. C'est un petit peu comme malheureusement il y a quelques années, il y avait la mode, j'ai envie de le dire, que tous les enfants étaient autistes, troubles du spectre autistique. Après, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, un enfant qui est dyslexique et qui est un petit peu hyperactif, on va vite le mettre dans la case trouble du spectre autistique parce que ça ressemble un peu, voilà. Donc moi, je sais pas. Franchement, je pense qu'il y a vraiment une mode sur le spectre. Après, c'est ce qu'on moi on m'a dit. Effectivement, on a tous une base de construction. Donc voilà, on est tous. Il y a des. Après voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a des personnes qui sont qui ont une base psychique psychotique, une base psychique névrotique, une base psychique perverse, et qu'après on va rajouter les éléments de la vie qui font que voilà. Mais de base, voilà. Après, voilà. Alors déjà par rapport à la névrose et à la psychose, c'est des termes qui sont psychanalytiques et qui sont issus malheureusement de la vieille psychologie qui pour moi n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Les études scientifiques ont progressé et montré des éléments qui sont intéressants. La question c'était le continuum, c'était ça la question? Est-ce qu'il y a vraiment des spectres du coup Oui, est-ce que où se situe la limite entre le normal, le pathologique? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu sur un spectre En fait, à l'heure actuelle, en psychopathologie, du coup, on est sur un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'à partir de tant de critères, on peut poser le diagnostic d'un trouble, mais plus ça va et plus la psychologie évolue, vu que c'est une science, avec les études, il y a des choses qui bougent. Et en fait, petit à petit, le DSM, qui est le manuel qui permet d'aider au diagnostic des troubles psychiatriques, tend à être plus dans cette idée d'être dans un continuum, notamment sur les troubles de la personnalité aussi, où du coup on peut effectivement se situer sur un spectre où d'un côté on sera plus effectivement dans le côté pathologique où ça va être un problème au quotidien pour la personne, pour son entourage, etc. Et de l'autre côté où effectivement il peut y avoir des traits mais sans parler de troubles parce que ce n'est pas une souffrance suffisante pour parler de troubles. Oui, c'est ça, c'est à partir du moment où la personne est handicapée vraiment par ses troubles et où ça devient une souffrance, c'est là où on tombe effectivement dans le côté pas très joli, mais c'est vrai que nous on l'utilise encore beaucoup, le côté très psychotique du truc. On tombe dans le côté psychotique parce que les troubles qu'on a nous font souffrir, du coup on est handicapé par ça, bref, voilà. Attends, le micro. Sinon, ça n'enregistre pas, merci. Allez, une réaction. Mais justement, tout à l'heure, je disais à ma collègue, en fait, parce que on parlait dans le cadre du travail de la plateformisation de l'État et de la vie sociale à travers le fait que tout se passait par Internet aujourd'hui et l'accès aux droits se passait par Internet, mais voilà. Et je lui disais, mais en fait, dans la vie psychique, c'est la DSM-catrisation de la vie psychique, voilà. Et voilà, je trouve que voilà, il y a une espèce de temps et ça rejoint du coup quand même les phénomènes de mode dont vous parlez.
Moi, ça me parle pas des gens, en fait, les TCA, les TDA, tout ça. Ah non, mais on est d'accord que le DSM... Voilà, non, mais c'était une petite aparté. Ceci dit, la question de la névrose, de la psychose, de la perversion, c'est pas juste une catégorisation pour faire plaisir. C'est pas juste une question scientifique, c'est aussi une question clinique et une question de travail avec le patient et de comment, et en fonction justement du diagnostic qui est posé, du diagnostic et avec toutes les précautions qui s'imposent, y compris dans le DSM-4 quand même, c'est quelles hypothèses on fait et quelles hypothèses de travail et comment, et justement comment on oriente le travail thérapeutique avec le patient. Voilà. Je pense que c'est quand même important de le rappeler. Ok. J'ai une dernière question parce qu'on arrive vers la fin, Estelle. Oh. Voilà, merci. J'ai une dernière question que j'avais écrite et dont on a un tout petit peu parlé rapidement tout à l'heure. Dans le cadre de la dernière émission sur le handicap invisible et aussi dans le cadre de ta première émission, donc l'épisode 3, vous parliez avec votre invité de fausseté du handicap et de rapport à l'invisibilité de votre handicap. Donc, est-ce que, à l'inverse de là, ce que tu as mis en place par rapport à ton emploi, donc de cacher, entre guillemets, même pas entre guillemets, ton handicap, est-ce que tu as déjà forcé le trait pour... Oh là là, si je dis ça, j'aurai des problèmes. Oui, clairement, oui. Non, mais... Voilà, et si oui, dans quel cadre et pourquoi? Et on donnait l'exemple, on a déjà donné l'exemple le mois dernier. MDPH alors attends. On ne donnait pas l'exemple de MDPH le mois dernier, mais surtout, on donnait l'exemple dans des transports en commun ou sur des handicaps invisibles où la station debout devient pénible, etc. Et ben, en gros, on devait forcer le trait de marcher mal pour qu'on nous laisse la place, alors que... Alors, je me suis clairement retrouvée à forcer le trait de je suis en stress, je suis en panique, je suis toute pas bien, je suis un peu désorientée. Malheureusement, c'est pas bien de le faire. Mais pour la MDPH, parce que pour la MDPH, mon handicap n'existe pas. Puisque faut savoir que trouble de la personnalité borderline, c'est un mot que mon psychiatre a mis, que mon médecin généraliste a mis, mais quand on coche les petites cases, en fait, c'est soit on est bipolaire, soit on est dépressif, soit on est schizophrène, mais on n'est pas borderline, quoi. Du coup, moi, le premier dossier que j'ai fait, c'était mon médecin généraliste. Du coup, elle avait mis, elle m'avait mis bipolaire, et en dessous, elle avait mis trouble de la personnalité borderline diagnostiqué. Et en fait, oui, je me suis retrouvée à forcer le trait parce que aujourd'hui, encore une fois, il est de moins en moins reconnu crédible. En fait, et malheureusement, en fait, beaucoup de psychiatres qui ont envie de bien faire leur travail et beaucoup de personnes, de médecins qui suivent ou de personnes qui remplissent les dossiers. Nous, je le vois, même au travail, même si c'est vrai que les personnes qu'on accompagne, surtout en femmes, elles ont des réelles difficultés. Des fois, on est obligé de rajouter ou pas d'inventer, mais de dire des trucs qui étaient valables il y a quelques années. De donner un degré plus grave. Ouais, il faut que ça a l'air grave, il faut qu'on ait l'air... voilà quoi. Pour être soutenu et pour avoir un accompagnement éventuel à tout niveau. C'est ça. Ok. On n'a plus de temps parce que là, on va nous virer de la salle. Zut. Estelle, merci infiniment pour merci à vous tous. Ta maturité, pour toutes les connaissances et pour toute ton expérience. Et merci d'avoir relevé le défi d'être en présentiel et d'être face à nous et de répondre à tout ça. C'est chouette. Merci à toi. La prochaine conférence, elle aura lieu le jeudi 2 mars à 18h toujours, et donc à la Gazette Café. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast sur le site de la radio, Radio FM+, et également sur YouTube. Merci beaucoup. Bravo. Allez, je vais faire une petite angoisse. Dear valid people.
Valide People.